Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, dans certains pays africains, les chefs d'État qui les dirigent ont opté ces derniers jours pour la carte de l'apaisement des tensions politiques en libérant des prisonniers politiques. Une action positive qui doit inspirer les autres présidents africains. Hassan Saleh Mustafa pour le commentaire. Une nouvelle donne ces derniers temps sur le plan politique dans plusieurs pays africains où la situation politique était délétère. Le pouvoir en place et les opposants ne regardaient pas dans la même direction. Mais on assiste de plus en plus à une décrispation de la situation. Les haches de guerre sont en train d'être enterrées dans l'intérêt des pays. C'est l'exemple au Sénégal, au Cameroun, en Tunisie ou encore au Bénin. Ainsi, au Sénégal, le président Macky Sall a récemment gracié l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, un des poids lourds de l'opposition. Il est condamné à 5 ans de prison en mars 2017 pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur les deniers publics. Khalifa Sall, révoqué de son poste de maire de Dakar, a été arrêté avec 2 autres responsables de la mairie, le directeur administratif et financier Mbaye Touré et Yaya Bodjan, comptable, tous condamnés à 5 ans d'emprisonnement avant de retrouver leur liberté sur décret présidentiel le dimanche 29 septembre dernier, annonçant une remise totale de peine principale. Un geste d'apaisement salué par les Sénégalais qui ont également applaudi le président Macky Sall et l'ancien président Abdoulaye Wade qui se sont rencontrés le samedi 12 octobre 2019 au palais présidentiel pour toujours parler de la vie de la nation. Au Cameroun aussi, le président Paul Biya a annoncé l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre de Maurice Kamto et 102 autres personnes arrêtées pour avoir contesté les résultats de la présidentielle de 2018. En effet, c'était le 5 octobre dernier que le tribunal militaire de Yaoundé a prononcé l'abandon des charges retenues contre les leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, ses alliés politiques ainsi que ses militants. En Tunisie également, l'homme d'affaires et candidat qualifié pour le second tour de la présidentielle en prison depuis le 23 août 2019, Nabil Karoui a été libéré le mercredi 9 octobre 2019. Il était incarcéré à la prison civile dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte contre lui et son frère pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Au Bénin aussi ça bouge. Le président béninois est-il sur les traces des présidents des autres pays cités pour apaiser la situation dans son pays? En effet, comme annoncé, le président Patrice Talon a ordonné l'ouverture d'un dialogue politique qui a débuté le 10 octobre 2019. Les partis politiques de la majorité et ceux de l'opposition, dont le FCBE de l'ancien président Dr Thomas Yahi Boni, ont répondu présents à l'invitation du président Patrice Talon. Dans ce pays, la crise politique a éclaté au moment de la récente élection législative dont l'opposition a été carrément écartée. Au Niger, un pays dont certaines régions sont déstabilisées par les attaques terroristes, il est grand temps aussi pour les dirigeants de penser de dégeler la situation politique à environ 1 an et demi des échéances électorales. En effet, tout comme Macky Sall au Sénégal, Paul Biya au Cameroun, le président Issoufou Mahamadou de la République du Niger, premier magistrat, pourrait aussi créer les conditions de libération et ou d'abandon des charges contre les hommes politiques poursuivis par la justice nigérienne en libérant ceux qui sont toujours en prison comme au Sénégal et au Cameroun et en créant les conditions du retour de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, jugé dans l'affaire de supposition d'enfants. Et enfin, en trouvant une formule pour que l'opposition nigérienne qui ne reconnaît pas la Commission électorale nationale indépendante CENI et le code électoral et même certains partis de la majorité au pouvoir puissent se rassurer que les élections à venir seront inclusives et transparentes. En suivant les exemples de ces pays qui ont créé les conditions d'apaisement de la situation au plan politique, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, qui a affiché sa ferme détermination de passer le témoin à celui que les Nigériens vont choisir en 2021, aurait gagné le pari de laisser un Niger uni et en paix, un Niger où les institutions démocratiques seront fortes, un Niger où les inégalités auront reculé. Je vous propose de suivre maintenant la réaction de quelques citoyens qui demandent au président Issoufou Mahamadou de créer les conditions qui puissent permettre d'apaiser le climat politique qui prévaut actuellement dans notre pays. C'est un facteur qui permet
le bien vivre ensemble. Au Niger, vous le savez, nous avons en quelque sorte deux fronts. D'abord, sur le plan social, vous voyez, nous avons les djihadistes, ce qui n'arrange personne. Quant au milieu social, il y a aussi une crise qui ne se dit pas, c'est une crise au fait politique, due au calcul d'intérêts des uns et des autres. Et là, si vraiment on veut apaiser tout ça, il faut que les gens se dépassent et essayer de dépasser leurs ambitions. Puisque là, le pays va mal dans ces conditions, puisque rien qu'hier, il y a eu 5 gendarmes tués. Et ce n'est pas fini, ils sont toujours sur le front, donc on ne peut pas continuer à calculer des morts et parler d'apaisement. Nous sommes dans un pays musulman et le bon musulman est celui qui pardonne. Donc, de la même manière, le président de la République peut faire la même chose sur le plan politique. Il peut pardonner tout le monde, il peut revenir sur beaucoup de choses et la vie en commun serait très bien. Ya kira mutanen siyasa duka, opposition duka, su Hamma Amadou, su wanda ba su tare da shi, su zo su shirya. Le président de la République d'être indulgent envers Hamma Amadou et tous les opposants, tous ceux qui ne sont pas avec lui, qu'ils se réconcilient et qu'ensemble, ils construisent ce pays, comme cela a été le cas en Tunisie et au Sénégal. Le président Issoufou peut le faire, il en est capable. Pour le Niger, qu'on se retrouve tous ensemble pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Ainsi, le pays ira de l'avant. Le processus d'enrôlement biométrique des électeurs ne se déroule pas sans problème. Il se trouve que des agents enrôleurs sont recrutés et mis au travail sans avoir suivi au préalable une formation. Une situation que dénoncent les acteurs politiques. Hassan Saleh, Mustafa et Halid Bourema pour le reportage. Après le lancement de la phase pilote de l'enrôlement biométrique de l'électeur à Kargui-Bongou le 11 septembre dernier dans la région de Dosso, l'enrôlement proprement dit a officiellement débuté ce mardi 15 octobre 2019 dans la zone 1 qui regroupe les régions de Dosso, Tillabéri, Agadez et Tawa. Cependant, dans la pratique, des problèmes se posent au niveau du recrutement des agents enrôleurs et au plan technique. Les agents chargés ne sont pas formés. Alors, on veut faire quoi? On veut faire un fichier bâclé. On a émis plus de 4 ou 5 millions de jugements sportifs ou actes de naissance, de l'endurée d'actes de naissance. Dans quelle zone? Dans quel objectif? Pour qui? L'enrôlement, c'est la même chose. On amène des gens, des jeunes qu'on prend, sans formation, et avec un matériel vétuste ou inadapté, puisqu'il semble qu'il y a un problème déjà opérationnel sur ce matériel. Donc si on estime très bien qu'objectivement, on doit être à 5 à 7 mois déjà de retard accusé. À mon avis, il risque de ne pas avoir des élections à temps au Niger. Parce que ce fichier-là ne sera pas prêt à la date indiquée. Des problèmes dans le processus d'enrôlement, il en existe. En effet, lors de la réunion du CNDP, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a fait cas des logiciels de tablettes destinés aux opérations qui ont des soucis. Si les logiciels utiles nous sont réparés dans une semaine, nous ne pouvons pas cracher dessus. Nous en avons besoin pour gagner du temps. Si ces logiciels ne sont pas produits ou performants, nous allons oublier les tablettes et avec ce qu'on a. Pour Tahir Gimba, rien de sérieux ne se passe dans le préparatif des élections à venir. Pour lui, seul le président de la République, Issoufou Mahamadou, pourrait décanter cette situation. Je pense que le président sortant doit tout faire, tout ce qui est à son pouvoir. Il a prêté serment sur un Coran. Et il doit toujours se rappeler que Dieu lui demandera tôt ou tard les comptes. Sans compter le peuple. Donc qu'il s'arrête et il prie, Dieu met moi sur le droit chemin afin que mon pays sorte grandi et honoré, et moi-même honoré de ce que je veux faire de ces élections de 2020-2021.
Je pense qu'il peut faire un premier test de bonne volonté. C'est organiser les élections locales le plus tôt. Et on peut le faire sans le fichier électoral biométrique. Il faut vraiment des choses propres. Et je pense qu'il est dans l'intérêt du chef d'État sortant, puisqu'il est en bout de piste. Parce qu'en aviation, quand on dit quelqu'un est en bout de piste, ça dit c'est où tu décolles, où tu t'affaisses. En bout de piste, il est en fin de mandat. Ce n'est pas renouvelable, la Constitution est claire là-dessus. Et il doit tout faire pour mettre le Niger à l'abri des querelles inutiles. Cette question du fichier électoral biométrique a fait l'objet d'intenses débats à la dernière réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP le 10 octobre 2019. Ouverture ce matin à l'espace Soleil d'Afrique de l'atelier de validation du 15e rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Charte des droits de l'homme et des peuples. L'atelier est organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec l'Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Compte rendu Harriet Salah et Aboubakar Solé. Valider le 15e rapport périodique du Niger relatif à la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qu'il a ratifié le 15 juillet 1986, tel est le but de cet atelier qui regroupe les juristes, les acteurs de la société civile et les syndicats. Ce 15e rapport a été élaboré par le comité interministériel chargé de la rédaction des rapports du Niger aux organes de traité et de l'examen périodique universel. C'est pour honorer ces engagements internationaux que le Niger a mis en place en mars 2010 un comité interministériel spécialement chargé de rédiger les rapports dus aux organes de traité et de l'examen périodique universel. À la date d'aujourd'hui, je peux affirmer que tout le retard accusé a été rattrapé. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à tous les membres du comité et toutes les personnes ressources pour le travail abattu malgré l'insuffisance des moyens alloués. L'atelier qui nous réunit ce matin a pour objet la validation du 15e rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans ce rapport qui vous est soumis, il est fait état des mesures législatives, administratives et autres et de nouvelles politiques adoptées depuis que le Niger a soumis son dernier rapport en 2017. Le rapport fournit des informations sur les progrès réalisés dans l'application de la Charte en indiquant la mesure dans laquelle les autorités politiques et administratives ont donné effet aux droits et libertés fondamentaux y consacrés. Il indique aussi les facteurs et les difficultés qui entravent la mise en œuvre effective de ces droits. Il apporte enfin des réponses aux observations et recommandations de la Commission adressées au Niger lors de la 23e session extraordinaire tenue à Banjul en Gambie du 13 au 23 février 2018 suite à la présentation de notre dernier rapport. Ainsi, pendant 3 jours que durera cet atelier, vous êtes invités sans complaisance et sans tabou à apporter vos observations, vos critiques constructives et surtout vos contributions positives. Compte tenu des compétences et de l'expérience de chacun de vous, je suis convaincu qu'à la fin de nos travaux, sortira un rapport de qualité qui ne fera que rehausser le prestige de notre pays auprès des institutions internationales. Cet atelier de validation du 15e rapport périodique du Niger est organisé avec l'appui financier du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ensuite, ce matin, un atelier de sensibilisation des femmes et des hommes travaillant dans les médias a débuté au sein de la Maison de la Presse autour du thème de la participation politique des femmes. Cet atelier est organisé par l'Observatoire national des femmes. Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou pour le compte-rendu. C'est un atelier à l'intention des hommes des médias, du public et du privé qui vise à les outiller sur la participation politique des femmes au lendemain des futures échéances électorales que le Niger entend organiser courant 2020-2021. L'initiative est celle de l'Observatoire des femmes et médias soutenu par l'ONU Femmes. Le Niger organisera de 2020 à 2021 des élections municipales, législatives et présidentielles. Et comme il faut s'y attendre, les femmes prendront part à ce processus. Mais cette participation ne devrait plus être une simple formalité, car il est temps que cette frange, qui représente plus de la moitié de la population, joue sa partition à travers, d'une part,
des nombreuses candidatures à tous les niveaux de scrutin et d'autre part en sortant massivement pour voter les candidats et candidates de leur choix. Même si les femmes constituent plus de la moitié de la population mondiale, elles sont largement sous-représentées dans les processus politiques et électoraux, que ce soit en tant qu'électrices, candidates, représentantes élues ou administratrices électorales. Dans un contexte électoral, la nécessité, le besoin de préserver le pluralisme de l'information revêt une importance fondamentale, car les citoyens et citoyennes ont le droit de pouvoir prendre connaissance des options politiques, des candidatures et de leurs propositions. Pour y parvenir, il est fondamental que toutes les femmes et toutes les hommes et toutes les candidates, femmes, hommes, tout le monde ait accès aux médias dans des conditions d'égalité et sans discrimination aucune. Le Conseil supérieur de la communication, l'instance chargée de la régulation de la communication, surtout à des périodes sensibles comme les processus électoraux, s'engage à accompagner de telles initiatives. C'est pour moi un lieu de remercier l'Observatoire Femmes et Médias, APAC Niger et ONU Femmes, qui en étroite collaboration offre l'opportunité aux journalistes en prélude aux prochaines échéances électorales de 2020-2021 de se préparer et soutenir en conséquence pour promouvoir la participation des femmes à ce processus, notamment la participation des femmes à la campagne politique de l'espace médiatique et une couverture des élections qui tiennent compte des questions du genre. Faut-il le rappeler, le CC a été pleinement associé par APAC Niger dans la mise en œuvre du projet Femmes occuper les médias et je me réjouis à cet effet du premier monitoring exclusivement réservé au suivi du respect du genre que nous avons produit conjointement et qui a donné lieu non seulement à la mise en place d'un observatoire Femmes et Médias, mais aussi à l'institution d'une journée qui est dédiée, dénommée Watch Day. Enfin, la représentante de l'ONU Femmes a tenu à rappeler le public qu'ils continueront à accompagner les efforts de l'Observatoire Femmes et Médias, du Conseil supérieur de la communication, des médias et de la société civile destinés à améliorer les conditions des femmes pour leur participation effective dans le monde politique, la promotion de la paix en Afrique de l'Ouest. Du mécontentement au sein du marché Wadata de Niamey suite au bras de fer engagé entre les commerçants et le gérant du marché Wadata depuis 5 ans, les revendeurs ont fermé ce matin leur boutique pour protester contre une décision prise par le gérant. Compte rendu Adam Soumana et Saroudoumi. Boutique fermée et attroupement de revendeurs scandant des slogans hostiles à leur gérant, tel est le spectacle offert en cette journée de mardi au marché de Wadata. Ce marché, qui a vu le jour après l'incendie du grand marché de Niamey dans les années 80, fait face de nos jours à un problème de leadership. Le gérant, mal compris par le commerçant parce qu'il ne fait pas son travail, les commerçants ont jugé utile à ce que l'État lui renvoie. Donc, et vu tout ce qu'il a causé comme préjudice à l'État, parce qu'il a accusé des impayés jusqu'à l'ordre de 68 millions, avant même ces problèmes, ils ont jugé utile de le garder. On s'était tremballé devant la juridiction et il a utilisé un jugement de défaut. Vouloir ce matin-là faire sortir sur mes camarades de leur boutique. C'est ce à quoi les commerçants se sont opposés. Ils voulaient même outrepasser la justice. En comment faisant? Parce qu'il a utilisé un jugement de défaut. On a fait constat de ça, on était parti auprès du juge même qui lui a fait le jugement. Il a dit que vraiment lui, il n'a pas su, sinon il n'allait pas lui faire un jugement. Mais ce qu'il va nous conseiller de faire, de lancer un appel. On a fait l'appel et il a usé le labyrinthe aussi. Au niveau de l'appel, ils ont dit que notre requête n'est pas recevable. C'est maintenant que nous avons, lorsqu'on a, au courant de ce qui s'était passé, on a fait requête de cassation. Il n'a même pas attendu la cassation. Donc il s'était mis devant la juridiction. Il a amené les policiers de la centrale pour faire fermer ces 6 boutiques. C'est ce à quoi les commerçants se sont opposés. Face à cette situation, les revendeurs, tout en demandant l'implication des autorités compétentes en vue de trouver une solution à leurs problèmes, disent poursuivre le combat ainsi engagé. Sur notre vérité, nous saurons comment faire pour les dissuader à venir sur la vérité. Nous n'allons aucunement pas baisser les bras. On va se battre pour que la vérité jaillisse et commençons par ce marché-là. Ça que l'État comprenne. Le gérant contacté par nos soins dit ne pas vouloir faire de la polémique autour d'une décision de justice.
Il urge alors de trouver un terrain d'entente entre les deux camps. Le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile de Zender a animé le dimanche passé un point de presse relatif à l'évaluation du dossier Sadat Iliad Malm et la situation scolaire dans la région de Zender. Compte rendu Ben Salah Moussa. Aujourd'hui, la demande du camarade a excédé le 1 mois et le code dit qu'il est d'office libre. Et c'est ces violations qui ont fait en sorte que son avocat a saisi la Cour de justice de CEDEAO le 25 septembre passé pour faire constater ces violations, pour démontrer que le camarade est injustement et arbitrairement incarcéré. Aujourd'hui, il a plaidé et en attendant le 20 novembre, date du délibéré du camarade, l'avocat a demandé aussi l'accélération de la procédure au niveau supranational. L'année 2018-2019 était émaillée par des perturbations, notamment de la part des élèves de la section lycée-collège de la ville de Zender, qui on peut au minimum comptabiliser 2 mois de grève au niveau local. Et avec comme corollaire aujourd'hui l'exclusion de plus de 24 800 élèves de la région des Zender, dont plus de 15 000 élèves de la 6e à la 5e qui ont moins de 16 ans. Ce qui est contraire à la volonté du président de la République qui dit, je cite, « L'école est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans ». Donc au vu de cela, on se demande alors quelles sont les motivations qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, la région des Zender comptabilise le plus fort taux d'exclusion au niveau national. Nous avons constaté des comportements, des agissements hors pair des responsables en charge de l'éducation secondaire. Nous avons à maintes fois rappelé et interpellé ces autorités à prôner le dialogue, qui est seul gage de la réussite de l'école. Mais ces autorités scolaires ont fait sourde oreille. Pour nous, au lieu de chercher à diagnostiquer les vrais maux qui assaillent notre école, ils cherchent à jeter l'anathème sur les honnêtes citoyens que nous sommes en tant qu'acteurs de la société civile. Et donc pour nous, c'est un signe de lâcheté et de mépris, de haine viscérale qui les caractérise. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.